venus à ce débat entre des candidats à la mairie de Montréal. Ben, en fait, parti. Il n'y a que M. Brûlé là, qui est candidat vraiment à la mairie, mais en fait, pour les élections municipales, donc le candidat aux élections municipales, des 5 principaux partis. C'est assez simple. On va commencer avec une période d'introduction de chacun des candidats de 1 minute 30. Ensuite, il y a 3 sections. Les 3 sections sont les suivantes: développement social et économique, langue et culture. Et 3e section, éthique et gouvernance. Chacune des sections va durer une vingtaine de minutes. J'ai 22 minutes ici. Ça se peut que ce soit un peu moins, ça se peut que ce soit un petit peu plus, dépendant comment nos candidats se relancent la balle. Et ensuite, une période de questions de 30 minutes du public. Et on va conclure. Moi, mon nom est Carlos Zabito, je vais être votre animateur pour la soirée. Je vais essayer de faire le mieux que je peux. C'est la 2e fois que j'anime un débat, donc on va essayer que ça aille bien. Donc, on va commencer. Je pige dans ce petit pot qui va commencer pour l'introduction. C'est une introduction de 1 minute 30. J'ai de l'air fait, là. J'ai besoin d'un chronomètre. Monsieur Brûlé va commencer 1 minute 30, aussitôt que j'ai un chronomètre, par exemple, s'il vous plaît. Ça va durer moins longtemps. Ça va durer moins longtemps? Oui. Donc, je m'appelle Michel Brûlé, je suis candidat à la mairie de Montréal et chef du parti Intégrité Montréal qui compte 25 candidats. À Montréal, vous savez, il y a 103 élus. À Toronto, il y en a 45. À New York, il y en a 51. Moi, je veux baisser le nombre à 31. Je prône la démocratie transparente, c'est-à-dire de filmer et de diffuser toutes les décisions et dépenses de budget. Donc, pas de cachette. En ce moment, le comité exécutif entérine tous les budgets de 100 000 $ et plus à huis clos. Donc, ça prend de la transparence et non pas juste de filmer les conseils municipaux. Moi, ce que je veux, c'est que Big Brother ne surveille pas seulement, surveille pas la population, mais surveille les élus. Donc, ça prend un contrôle absolu des élus, comme ça se fait dans les pays nordiques. Moi, je suis pour un Montréal français, laïque, cosmopolite. Je parle 8 langues couramment, dont l'allemand. Et en Allemagne, les routes sont garanties 25 ans. Puis je veux que ça soit la même chose ici, à Montréal. Mes adversaires parlent de remplir des nids de poules, c'est des solutions de 2-3 semaines. Moi, je veux quelque chose de durable et fini le gaspillage. Je suis, en fait, mon parti est le seul qui n'est pas associé au Parti libéral du Canada. Et je suis le seul à m'engager contre la corruption et surtout le copinage. Je suis indépendant de fortune, l'argent ne m'intéresse pas, j'aime mieux mourir qu'être croche. Merci, M. Brûlé. Deuxième candidat, Annie Sanson, s'il vous plaît, 1 minute 30. Merci, bonsoir à tous. C'est avec un immense plaisir qu'on est ici ce soir. Vous savez, l'objectif principal des élections municipales, c'est de vous faire voter. Et actuellement, moi, ça fait 20 ans que je suis en politique municipale. On n'a jamais été aussi bas dans le taux de participation des citoyens. La dernière campagne, 38 % de la population ont voté pour choisir des équipes. 38 %, c'est pas beaucoup. Au municipal, c'est pour moi le palier le plus important, celui qui touche la qualité de vie directe des citoyens. Rue, trottoir, parc, ce qui est devant chez vous, déneigement, ramassement des poubelles. Donc, ce sont des petites choses, mais ce sont les plus importantes qui, lorsque vous sortez de la maison, font le changement dans votre journée. Ça commence mal ou ça commence bien. Et ce soir, on a ici plusieurs partis. Et j'espère que quand on va avoir terminé, on aura eu le temps de faire valoir notre plateforme de tous les partis de façon correcte et surtout dans le respect. Parce que l'objectif, c'est pas d'augmenter notre cynisme, c'est de partager des idées puis de dire qu'est-ce qu'on veut faire pour Montréal. Et j'aurai la chance, à travers les questions qui nous seront posées, de pouvoir parler de la plateforme de l'équipe de Denis Coderre, celle qui va vous parler des priorités citoyennes, celle que vous voulez peut-être entendre ou pas, mais j'espère juste qu'on va pouvoir avoir la chance de débattre correctement entre nous. Et j'embarquerai pas, moi, dans les chicanes entre les partis ou les polémiques. Je pense que c'est pas ce qui fait gagner des votes, c'est vraiment un débat d'idées. Alors, je suis là pour ça. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup, Mme Sanson. Monsieur Guillaume Lavoie, poste de conseiller de ville au district de Marie-Victorin pour le projet Montréal. Merci.
Bonsoir, merci beaucoup de votre présence. Mon nom est Guillaume Lavoie, je me présente avec Projet Montréal. Moi, je suis quelqu'un du Saguenay-Lac-Saint-Jean, ça fait 10 ans que je suis installé à Montréal. J'ai une jeune famille, j'ai choisi de m'installer à Montréal et au Québec parce que j'ai passé la moitié de ma vie adulte à l'étranger. Et les raisons pourquoi j'ai choisi de venir à Montréal ne sont pas ce que je vois quand j'ouvre la page des journaux et c'est pour ça que j'ai fait le saut. J'ai fait le saut avec un parti, d'abord un vrai parti, qui est un véhicule de réflexion et d'action, qui n'est pas un agglutinage de dernière minute pour se faire élire. Et essentiellement, Projet Montréal, je l'ai choisi pour deux grandes raisons. D'abord, parce que son ADN, c'est l'intégrité. Ça fait 10 ans que le parti existe, ça fait 10 ans qu'il a des règles, qui réinvente, qui élève le standard d'intégrité en politique municipale, voire même en politique tout court au Canada comme au Québec. Et deuxièmement, sa colonne vertébrale, c'est que chacune de ses actions doit viser à améliorer la qualité de vie en ville à Montréal pour retenir notamment les jeunes familles à Montréal et la population en général. À chaque année, on perd de la population sur l'île, ce qui fait qu'à chaque année, on est moins nombreux pour payer une facture qui, elle, augmente. C'est possible d'avoir un parti intègre et honnête, et je vous le dis tout de suite, une personne honnête, ce n'est pas suffisant pour arrêter un système de corruption. Ça prend un système d'intégrité pour battre un système de corruption, et ça, c'est Projet Montréal. Je vous remercie. Merci, M. Lavoie. Que d'applaudissements! Je ne me souviens pas des tiens. Non, mais c'est ce que je dis. Ça tombe bien, c'est moi le prochain. Oui, exactement. M. Saint-Pierre, Michael Saint-Pierre, groupe Mélanie Joly. Je m'appelle Michael Saint-Pierre, je suis candidat dans Hochelaga avec l'équipe de Mélanie Joly avec le vrai changement pour Montréal. Peut-être est-ce que certains me reconnaissent. Je suis également étudiant ici à l'UQAM. Je termine ma maîtrise en design de l'environnement. Écoutez, j'ai eu la chance cet été de rencontrer les 4 principaux candidats à la mairie. Malheureusement, je n'ai pas rencontré cet été. J'ai décidé de me lancer en politique. J'ai toujours été quelqu'un de très impliqué à Montréal. Selon moi, le vrai changement à Montréal incarne, comme le nom de notre parti, le vrai changement. On propose 10 actions concrètes pour Montréal. Et ce qu'on a envie, c'est pas seulement de vous faire voter, mais c'est également de vous impliquer à Montréal. D'ici 2021, avec le vrai changement à Montréal, nous aurons la ville avec la meilleure qualité de vie au monde. Alors j'espère ce soir vous convaincre, du moins de vous faire connaître nos idées pour Montréal. Et je tiens à remercier le centre et les gens d'être ici, et également les gens avec qui je vais débattre aujourd'hui. Merci beaucoup, M. Saint-Pierre. Alors, pour terminer, M. Martin Bergeron de Coalition Montréal. Merci, monsieur. Merci au CELAN pour l'invitation. Bonsoir tout le monde. Donc, mon nom est Martin Bergeron. Je suis candidat pour la Coalition Montréal-Marcel Côté. Je me présente pour être conseiller de ville dans le district de Notre-Dame-de-Grâce. Ça me fait plaisir d'être ici ce soir pour participer à un débat sur 3 thèmes principaux, donc le développement économique, comment faire rayonner la culture à Montréal et redresser la gouvernance et l'éthique à Montréal, qui sont 3 thèmes qui me sont chers. Le développement économique, moi, avant de me lancer en politique, je viens de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, donc évidemment que le développement économique, c'est une grande préoccupation pour moi. Faire rayonner la culture, ça a été vraiment le domaine dans lequel je me suis impliqué comme citoyen. D'abord avec le théâtre aux écuries, puis ensuite également le réseau culturel qui s'appelle La Ligne Bleue. Donc la culture, c'est quelque chose de très important à Montréal pour moi. Et ce sont 2 thèmes qui sont importants aussi pour Marcel Côté, notre chef, qui a fait sa carrière, qui a fondé la firme de consultants Sécor, essentiellement pour appuyer les entrepreneurs québécois, ce qu'on a appelé le Québec Inc. dans les années 80, parce que M. Côté s'est dit que, alors qu'on voulait créer une nouvelle classe d'entrepreneurs québécois francophones, eux aussi auraient besoin d'avoir une firme de consultants aguerris pour les aider à croître et les aider dans leur entreprise. Voilà, j'aurai l'occasion de revenir sur nos priorités, mais ce sont 3 thèmes qui sont très intéressants. Merci. Merci beaucoup, M. Bergeron. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Ce que je vous propose, c'est, là, on va rentrer dans le thème numéro 1, développement social et économique. Je vais vous poser la question. Vous allez chacun avoir autour d'1 minute pour répondre, et puis après, vous allez débattre entre vous. Donc, vous allez pouvoir vous poser des questions pour lancer. Je vais repiger, puis c'est en ordre aléatoire là, pour cette période de questions-là. Première question, développement social et économique. Quelles sont les priorités de votre parti en ce qui a trait au développement social et économique de la ville de Montréal? Madame Sanson, de l'équipe de Nicolas.
Merci de cette grande galanterie, ces hommes. Je vais le prendre. Alors, au niveau du développement social, Montréal est constitué de citoyens. Donc, on ne peut avoir des projets, mais on a aussi des humains qui y vivent. Particulièrement au centre-ville, on doit s'attaquer à l'itinérance. Et l'itinérance est un problème. Il faut trouver des solutions. Ce sont nos citoyens qui y vivent. On doit trouver un toit pour tous. C'est une des priorités qu'on veut mettre en place dans la ville de Montréal, surtout particulièrement dans le secteur des villes-maries. La dernière base de données mise à jour a été faite en 1996. On veut refaire cette base de données, la mettre à jour aux données de 2013. On parle de plus de 28 000 itinérants. Pour ceux qui ont lu les journaux ce matin, on parle maintenant d'un problème au niveau des femmes. Entre 25 et 40 des femmes sont aussi dans la rue. Et c'est des dossiers qu'il faut s'attaquer. C'est peut-être pas très populaire parce qu'on veut faire plein de choses, mais ce dossier-là, pour nous, est prioritaire. On veut travailler également sur une politique commune et de cohérence avec l'ensemble des dossiers, l'ensemble des organismes qui travaillent au centre-ville sur l'itinérance. Alors, je vous parlerai du développement économique plus tard. Merci. Développement social et économique, les priorités de votre parti. Monsieur Guillaume Lavoie, de Projet Montréal. Regardez le même nom. Non, mais en fait, c'est vraiment juste une de coïncidence. Je vais essayer tout de suite de faire les deux. J'ai quoi, une minute et demie? Une minute. Je vais essayer de faire les deux. Pour redistribuer plus de richesses, il faut d'abord la créer. On propose d'augmenter les subventions à l'ensemble des organisations qui s'occupent entre autres du problème d'itinérance. Mais le fondamental, pour faire face à un problème de déficit économique majeur à Montréal, à chaque année, il y a 22 000 Montréalais plus riches que la moyenne qui quittent vers les banlieues. À chaque année, il y a 9 à 10 000 familles plus riches que la moyenne qui quittent vers les banlieues. Montréal est devenu une machine à subventionner le tour de Montréal à son détriment. Si on est incapable de trouver une manière de retenir ces gens-là sur l'île, tout programme économique passe à côté de l'éléphant dans le salon. C'est la grande saignée économique d'une métropole comme Montréal. Il faut être capable de retenir les familles à Montréal et on a les projets pour le faire, à la fois dans l'investissement public et à la fois en catalysant l'investissement privé. Merci beaucoup, M. Lavoie. On va aller dans une autre différente. M. Bergeron. Non. Ben voilà. C'est briser la chaîne. Ben alors, pour créer de la richesse, il nous faut essentiellement deux choses. Premièrement, il nous faut de l'innovation. Deuxièmement, il faut surtout miser sur nos forces. Or, à Montréal, qu'est-ce qu'on a comme formidable outil pour pouvoir faire ça? Un actif majeur qui est notre réseau universitaire et notre réseau des grandes écoles. On est dans une, ici, l'UQAM. On a également des écoles comme l'ETS, la Polytechnique. On en a 10 institutions comme ça. Vous savez, la Silicon Valley en Californie, c'est essentiellement construit autour de l'université Stanford. On a vu apparaître des incubateurs qui se créaient littéralement dans l'université et qui ont lancé des entreprises qui ont été très florissantes et qui ont créé tout un secteur technologique. Pourquoi? Souvent, quand on est aux études supérieures, c'est le meilleur moment dans notre vie où on a le temps de penser, on a le temps de créer. Donc, c'est souvent là qu'on est le plus audacieux, on est le plus innovant. Et en plus, si on a tout l'appareil et le dispositif de l'université pour nous appuyer, c'est fantastique. Alors, à Montréal, on a 10 grandes écoles. Il faut compter là-dessus pour relancer notre secteur technologique, créer de la richesse à Montréal. Merci beaucoup, M. Bergeron. M. Saint-Pierre, le développement économique et social. Montréal est une plaque tournante du Québec en économie. Personne ne va être surpris que je dise ça. Côté économique, on va s'attaquer sur 3 fronts. D'abord, on va s'attaquer sur le front commercial. Assurément, c'est important de supporter les différentes SDC et d'arriver avec des nouvelles solutions pour des nouvelles rentrées d'argent. Également, c'est important de dynamiser l'entrepreneuriat, de simplifier la chose entrepreneuriale pour s'assurer que les hommes, les femmes qui veulent se lancer en affaires puissent rapidement le faire à Montréal et avoir le soutien des élus et de la Ville de Montréal. Également, on veut créer un chef de développement économique pour pouvoir aller appuyer Montréal International et surtout pouvoir assurer la concertation entre les différents paliers gouvernementaux et les acteurs économiques. Pour ce qui est du social, probablement je vais avoir le temps d'en parler un peu plus tard, mais on veut adopter le premier plan de développement social de Montréal. On veut s'assurer d'avoir une grande vision pour tous les organismes sociaux qui puissent ensuite avoir tous les outils pour aller dans leur quartier et pouvoir aider les différentes populations et ainsi changer la vie des gens. Merci beaucoup, M. Saint-Pierre. Donc, je termine avec M. Brûlé. Développement économique et social pour Montréal. Évidemment, on sait que la commission Charbonneau a révélé les scandales de corruption. Mais le plus gros problème à Montréal, c'est sûr que la corruption, c'est un immense problème. Je le dis depuis très longtemps qu'on se fait voler à coups de centaines de millions. Mais le plus gros problème à Montréal, c'est le copinage.
Hein, il y a des vautours qui tournent autour de l'hôtel de ville, qui ont des contrats lucratifs, et ils pratiquent la surfacturation. Et ce qui est dégueulasse, c'est qu'il y a une sorte de buffet à volonté pour ces gens-là. Et quand ils sont passés, il ne reste que des miettes pour les organismes qui en ont vraiment besoin. Donc, ça prend de l'intégrité. Et c'est ça que je veux amener avec Intégrité Montréal. Merci beaucoup, M. Louis. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que vous allez poser des questions aux autres candidats pour susciter un débat, finalement. Toujours sur le même thème. Oui, toujours sur le développement social et économique. Donc, quelles sont les priorités de votre parti en ce qui a trait au développement social et économique de la Ville de Montréal. Merci. Monsieur Brûlé, vous pouvez y aller avec la première question. Monsieur Lavoie, je trouve que vous êtes quelqu'un de très éloquent, très intéressant, vous avez une belle énergie, mais vous parlez de retenir les familles à Montréal, alors que moi j'habite sur le plateau et on sait que, moi je pense que on a besoin d'une cohabitation entre les cyclistes, les automobilistes et les piétons. Et on a vu l'expérience de Ferrandez, à savoir que, par exemple, quand il fait des saillies pour supposément sécuriser les coins de rue, donc c'est aussi fait que ça. Donc, finalement, est-ce que c'est ça la vraie façon de retenir les familles en menant une guérilla, finalement, contre l'automobile? Merci pour les fleurs. Vous auriez pu laisser faire pour le pot. Vous voulez parler du plateau, on va en parler. D'abord, en passant les saillies de trottoir, là, ça a plusieurs objectifs. Ça sécurise l'intersection, ça ralentit la vitesse des automobiles, ça augmente la sécurité des piétons qui traversent et surtout, lorsqu'elles sont vertes, ça absorbe plus d'eau et ça soulage le réseau d'aqueduc, en plus de baisser la température moyenne à Montréal. Et en passant, une saillie verte coûte à peu près 35% moins cher qu'une saillie normale. Ceci étant dit, pour retenir les familles à Montréal, ça se fait sur deux axes. Un axe coin de rue par coin de rue, là, au bas des pâquerettes, rendre l'ensemble des quartiers plus sécures, plus agréables, pour que les enfants puissent y jouer. Parce qu'à un moment donné, là, une famille, ça vient aussi avec les enfants. Le deuxième axe... Est-ce qu'on peut s'interrompre? Comment ça marche le débat? Oui, écoutez, en fait, je pense qu'on peut s'interrompre, mais je pense qu'il va falloir que tout le monde... Oui, c'est ça. Okay. Parce que... on va essayer avec... Parce que essentiellement... La question doit durer une trentaine de secondes. OK. Mais si vous permettez, si on parle d'irriguer le sol, etc., on sait que dans notre canalisation, l'aqueduc est tellement déficient, tellement vétuste qu'on perd 50% de l'eau. Les saillies, ça coûte des dizaines, centaines de milliers de dollars. On n'a pas les chiffres exacts. Mais quand on parle de sécuriser, en tout cas, moi, j'en ai une qu'on a construite au coin de Hôtel de Ville et Guilford, et je ne vois pas vraiment l'astuce. Je ne vois pas là où ça sécurise. On va laisser d'autres candidats ici intervenir. Moi, j'ai d'autres questions parce qu'on a parlé tantôt, on parlait de développement social et économique. J'aimerais entendre Projet Montréal sur... Non, mais sérieusement, j'aimerais entendre Projet Montréal sur... Non, mais je comprends. Mais j'aimerais vous entendre sur qu'est-ce qu'on fait avec nos humains qui vivent dans cette ville. On vous entend parler des aménagements, on parle de la population. Qu'est-ce que vous allez faire en matière d'itinérance? Qu'allez-vous faire en matière de sécurité alimentaire? Qu'allez-vous faire parce que 273 ménages vivent sur 1000 ménages vivent sous le seuil de la pauvreté? Dans le programme de Projet Montréal, j'entends souvent votre chef parler de beaux projets, mais jamais on parle des humains qui y vivent et comment on est capable de les aider au quotidien. C'est une belle ligne, mais ça ne marchera pas. D'abord, la ligne de Projet Montréal, depuis toujours, c'est de rendre une ville à échelle humaine. Quand on parle de retenir les jeunes familles, je comprends que le mot humain n'est pas là, mais je les inclus quand même dans les familles. Généralement parlant, lorsqu'il est question de, par exemple, que les gens restent, que les humains se trouvent des places où rester, ça va prendre des logements abordables. Dans l'ensemble, c'est le deuxième axe. Ça prend plus d'endroits où les gens vont vivre à Montréal. Et là, on tombe dans les grands projets de construction, que ce soit le projet de logement de l'entrée maritime, de Bonaventure, de la Cour-Turcot, et l'ensemble des projets soutenus par Projet Montréal, c'est 20 pas 15 20 de logements sociaux, 20 de logements abordables. Oui, mais Projet Montréal est censé être un parti, vous
vous dites On a des intègre, ambitions, oui, mais vous dites que c'est un parti intègre. Quand est-ce qu'on les a vus dénoncer justement la corruption et surtout le copinage? Parce que si on regarde, c'est ça le problème, on l'a vu avec la commission Gomery, la surfacturation, on le sait. J'ai rencontré un voisin, imaginez donc, je suis allé chez lui. Là, je pensais qu'elle allait me donner de l'argent parce que j'allais là chercher une contribution financière. Finalement, le gars, j'ai besoin de contribution financière. Vous savez que les candidats n'ont pas le droit de dépenser plus que 1000 $ de son propre argent. Donc, on a besoin de contribution financière. Il y a même 2 personnes ici qui m'en ont donné aujourd'hui et je vous en remercie. Mais là, finalement, donc, le fameux voisin en question, il était consultant toute sa vie pour SNC-Lavalin. Là, finalement, il me disait, bien, c'est pratique courante, la surfacturation. Ça veut dire que quelque chose là, qui coûte 1 million, là, ça coûte finalement 10 millions. C'est ça le problème. Puis là, on tire l'élastique, puis l'élastique, il ne pète jamais, vous comprenez? Parce que les gens, ils ont beau mettre un zéro de plus au chèque, à la facture, pardon, puis ils reçoivent leur chèque 2 semaines plus tard. C'est ça le problème. Si on facturait comme il faut, puis de façon honnête, on ne serait pas dans le trou comme on est. Vous savez, il y a 800 millions qui est au service de la dette. 800 millions au service de la dette. Le budget est de 4,9 milliards. C'est énorme. Monsieur Brûlé, on va laisser les Vous allez autres. me laisser peut-être répondre. Là. Juste 3 choses rapidement sur les 30 3 choses. 20 secondes, après j'aimerais entendre M. Bergeron. Qui a dénoncé la corruption? Le premier qui est allé voir la SQ pour dénoncer le contrat des compteurs d'eau, c'est Richard Bergeron en 2009, en mai 2009. Deuxièmement, parler de la... Laissez-moi terminer. Deuxièmement, parler du juge Gomery. Le juge Gomery, c'est celui qui a écrit les règles de financement du projet Montréal. En 2009, c'était le président de la commission. Troisièmement, vous parlez, est-ce qu'on est capable de faire baisser le coût? À Rosemont, c'est le projet Montréal qui gouverne l'arrondissement. On a posé des dos d'âne. Le dos d'âne, avant qu'on arrive, juste avant, coûtait 9 000 quelque chose dollars. Le dernier dos d'âne qu'on vient de poser coûtait 3 000. Je vous assure tout de suite, il y a zéro gain technologique. Excusez-moi, j'aimerais entendre M. Bergeron et M. Saint-Pierre. Mais juste sur les dos d'âne, si vous permettez. Les dos d'âne coûtent 5 000 et j'ai parlé avec un col bleu, puis il m'a dit que les cols bleus, OK, ils ont calculé qu'ils seraient capables de faire des dos d'âne à 1 500 $. Bon. Allez-y, M. Bergeron. M. Bergeron, M. Saint-Pierre. Il faut qu'on aime ça un peu, là. C'est bien. On n'est pas là pour dormir, là. On est là pour débattre. M. Bergeron, M. Saint-Pierre, j'aimerais ça vous entendre parce que vous n'avez pas parlé jusqu'à présent. C'est intéressant, mais j'ai l'impression qu'on est déjà rendu dans le 3e bloc sur l'éthique et la gouvernance. Moi, je voulais parler de développement économique. Alors, je me permets de relancer la discussion en disant que l'état des infrastructures à Montréal, c'est très important. Ce n'est pas qu'un enjeu de transport, c'est un enjeu de développement économique également. Quand je travaillais à la Chambre de commerce, la dernière étude, dont j'étais directeur des stratégies politiques, la dernière étude économique que j'ai menée portait sur l'environnement d'affaires à Montréal. On a sondé donc des chefs d'entreprise, à la fois la moitié des entrepreneurs québécois qui font affaire à l'étranger et des multinationales qui ont mis des sièges sociaux canadiens à Montréal. On leur a posé des questions sur quelles étaient les forces et les faiblesses de Montréal. La grande force qui est ressortie du sondage, c'était l'abondance et la qualité de notre main-d'œuvre. Ça, c'est fondamental, c'est très important pour la compétitivité de Montréal. Le point le plus faible qu'on nous indiquait, c'était la piètre état de nos infrastructures. Entre autres, quand les gens arrivent à l'aéroport Trudeau à Dorval, c'est terrible d'essayer de se faufiler par le rond-point, exactement. Et c'est très laid tout le long de la veine aussi. Donc, moi, je pense que c'est très important qu'on fasse des investissements majeurs dans nos infrastructures. Et puis, puisqu'il faut que je pose des questions, je vais relancer les autres en disant que proposent vos partis là-dessus. Moi, je vais peut-être prendre la balle au ventre. Oui, allez-y. Oui. Lorsqu'on parle d'infrastructure, hier, je pense, puis on peut tous être d'accord avec ça, là, vous avez vu les nouvelles, l'échangeur des pains, tous les travaux qui se sont faits pendant 1 an, tout est fini, tout est pavé, on se rend compte qu'il y a une fuite en dessous du tuyau qu'on vient de mettre en place. On est obligé de repercer et réouvrir encore cette trou-là. Rappelez-vous ce qu'on a fait sur Saint-Laurent, la mauvaise coordination des travaux. Mais cette coalition actuellement qui est à l'Hôtel de Ville fait encore la même chose. L'échangeur, regardez le dépeint devant l'hôpital lorsqu'on monte la montagne, tout a été refait. Hein. Ça fait longtemps qu'on attendait. Ils sont en train, hier, ils ont enlevé les cônes oranges, puis ils se sont rendus compte que dans le sous-sol,
il y a une place où il y a un tuyau qui coule, mais tout est fermé. Ça veut dire que là, il faut réouvrir la rue, puis encore plus. Mais si Ils vous savent permettez... pas où ça coule. Fait que là, ils ont fait des trous. Mais ça coule partout. Mais lorsqu'on Ça fait, coule là, partout. ils ont tout changé. Il faut refaire la C'est pas canalisation. terminé. Lorsqu'on au rouvre complet. une rue à Montréal, le problème, c'est que quand on a nos nids de poules et tout ce qu'on voit là, c'est dès qu'on rouvre une rue, on crée déjà ces trous-là avec le patchage qu'on fait par-dessus. Alors, l'argent qu'on vient d'investir, les millions qu'on vient d'investir là, ne servent absolument à rien parce que dans 5 ans, il va y avoir des nids de poules. On est obligé de réouvrir à moitié. Non, ça, c'est pas vrai. Donc, ça, c'est de pas... la mauvaise gestion de la Écoutez, ça, c'est pas vrai. coalition en place. Moi, j'ai rencontré pendant 2 heures 3 hauts fonctionnaires du ministère des Transports allemand à Berlin et ils m'ont expliqué, parce que vous savez qu'à Dresde, dans l'ancienne Allemagne de l'Est, il y a le même climat qu'ici, il y a des écarts de température de 70 degrés et les routes sont garanties 25 ans. Okay? Donc, c'est possible de faire la même chose ici. Si vous regardez, autre anecdote américaine, on a dépensé 800 millions pour d'études pour l'échangeur turco. Ça a fait la première page des journaux italiens parce qu'ils ont dit « Enfin, il y en a des pires que nous autres ». Vous comprenez? C'est du délire. Donc, on a dépensé tout cet argent-là pour juste faire des études sur l'échangeur turco, c'est du délire. Merci, M. Brûlé. J'aimerais que M. Je Saint-Pierre... trouve ça quand même intéressant que ce soit les gens de l'équipe de Nicolas, les gens de la coalition qui ont quand même formé depuis quelques années l'hôtel de ville qui parle de qualité des infrastructures parce que c'est eux qui ont pris les décisions. Moi, j'ai envie de parler d'une idée qu'on a au vrai changement. En fait, c'est de couper cette culture du plus bas soumissionnaire à Montréal. Puis j'aimerais ça par la suite peut-être vous entendre parler là-dessus. Depuis des années, on a cette culture-là à Montréal. On parle de gouvernance et éthique. C'est là-dedans qu'on va parler de ça. C'est ça, là, on est dans le développement social et économique. On s'est lancé là-dessus. Là. Oui. Je vous écoute sur le développement social et économique. Sur le développement, dans ce cas-là, je vais poser une question à Mme Sanson. Vous n'avez pas eu le temps d'y aller avec votre plan d'attaque sur le développement économique. Alors, j'aimerais ça vous entendre un peu. Bien, écoutez, le développement économique, c'est le moteur de Montréal. Montréal est une métropole et c'est important pour Montréal de se faire reconnaître. Ce qu'on veut, c'est créer des milieux favorables pour nos entreprises parce qu'on est des facilitateurs. Donc, il faut créer des rues accueillantes, travailler avec nos commerçants. On veut faire une zone franche dans le Vieux-Montréal pour attirer à la fois la clientèle, attirer aussi une zone de croisière. On veut prendre possession de nos berges pour dynamiser davantage Montréal. On veut que Montréal puisse rayonner également sur le plan international. On a énormément d'ententes avec d'autres pays à travers le monde, d'autres villes qui nous regardent. On a des échanges avec nos commerçants, des missions économiques qui vont vendre ce que Montréal a pour pouvoir le faire dans d'autres pays et vice-versa. On doit miser sur nos richesses. On a des entreprises ici uniques. On doit créer des emplois. On doit continuer à favoriser nos emplois. Et actuellement, on se rend compte que le centre-ville se vide parce que le stationnement n'est pas accessible. Les gens quittent le plateau. La moitié des commerces dans le plateau, évidemment, se questionnent. C'est faux. Non, mais ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Je suis tout à fait d'accord avec Moi vous. aussi, je suis d'accord avec vous. Regardez, là, Non, mais c'est vrai. Écoutez, Non, mais il faut parler de la réalité. Non, on va là, c'est dire, quand même tous ça. les commerçants sont en tabarnak. Vous comprenez? Tu sais, hein, on va dire les choses telles qu'elles sont. Ça, c'est sur OK, YouTube. ça, c'est... Michel, veux-tu Pardon? C'est sur YouTube, si je comprends. Ben, écoute, que Michel, vous veux-tu c'est faire ton correct. discours? Je suis sûr que tu as une anecdote où tu t'es assis avec un fonctionnaire de je ne sais pas quel pays qui t'a raconté qu'il connaissait un commerçant du plateau qui lui t'a dit qu'il était. Ouais, oh non! Non, mais je rencontre... J'habite sur le plateau. Fait que moi, j'achète sur Dans le les- plateau. Là, il y avait une quincaillerie à côté de chez nous. Écoutez, non, ça, c'est... Écoutez, tous les commerçants sont en maudit. OK? Tous. J'enlève pas mon tas de tout à l'heure parce que de toute façon, moi, j'assume nos jurons québécois parce que avec l'anglicisation de Montréal, j'ai hâte qu'on en parle, avec l'anglicisation de Montréal, vous regardez nos jeunes, ils sont toujours en train de dire F, hein? Le mot anglais commençant par F, on est en train de perdre nos beaux jurons. Donc, je pense que c'est important. Moi, j'ai quelque chose à contribuer. C'est dans la culture. Vous savez, faisons le test. Les 3 rues commerciales, le plus bas taux d'inoccupation, je ne les ai pas dans l'ordre, là, mais les 3, Fleury, représentante de Projet Montréal, Mont-Royal, gouverné par Projet Montréal, Masson, gouverné par Projet Montréal. Hey, ça, je m'excuse, mais je trouve ça malhonnête parce que dans le fond. Ah, c'est les stats. Non, mais c'est pas ça. La Attendez. Ontario, on est à 3%. Là. OK, Montréal. Le plateau Mont-Royal, c'est le 2e pôle économique, OK, de Montréal après le centre-ville. OK? Donc, c'est normal qu'il y ait du monde. OK? C'est un pôle économique super Il important. se crée plus de richesses sur le rue Mont-Royal que dans l'arrondissement Saint-Laurent où il y a Bombardier
C'est ça que tu dis? Non, je dis que pour l'économie de commerçants et tout ça, il n'y a pas de commerce de détail là, dans le OK, tu parles d'avenue commerciale. Oui, exactement. J'aimerais, parce que le temps file, puis on est déjà rendu à la fin de cette section-ci. On n'a pas parlé d'économie encore. Moi, je pense que c'est important de parler d'économie. J'ai essayé. Vous avez essayé. Non, mais J'ai essayé 2 fois. OK, mais moi, si vous permettez, si je Je peux vais dire donner quelque chose. je vais te donner 30 secondes à chacun. OK. Mais là, je vous avoue, vous allez terminer du brûlé. Je commence par M. Bergeron. Très bien. Ben, je vais donc prendre 30 secondes pour aborder le social, qui est quand même le seul aspect que je n'ai pas encore parlé. Je veux dire rapidement que pour nous, on a 3 priorités là-dessus. Premièrement, la lutte à l'itinérance. Et là, il va falloir que le gouvernement du Québec décide de bonifier le financement. Ce n'est pas uniquement un problème montréalais. Deuxièmement, soutenir davantage les organismes communautaires à Montréal, particulièrement les banques alimentaires. Et troisièmement, créer plus de logements sociaux, rendre obligatoire la réglementation montréalaise. M. Saint-Pierre. Dynamiser l'initiative populaire, c'est super important. C'est bien beau de dire qu'on va soutenir d'une façon ou d'une autre les groupes communautaires, mais en 2013, aujourd'hui à Montréal, on s'entend, c'est pas seulement les élus qui vont faire toute la job, c'est également les gens. J'ai envie de vous parler d'initiatives qu'on a dans mon district, dans Hochelaga. On veut créer un fonds d'initiative populaire, que les gens viennent nous voir directement, qui nous disent qu'est-ce qu'ils veulent faire avec leur ville. Que ce soit une ruelle verte, un potager, ou encore différents types d'occupation de l'espace public. On veut les aider directement, qu'il y ait une meilleure relation entre les élus et les gens des différents districts, des différents quartiers. Madame Sanson, 30 secondes. Bien, pour faire le tour de ce qu'on a dit tantôt, je pense que le développement social de Montréal, c'est vraiment sa ville, c'est ses humains qui y habitent. On parle de sécurité alimentaire. J'ai créé un fonds personnel dans mon arrondissement, c'est le Grand Démarrage depuis 8 ans, où j'ai mis 40 000 $ que je donne à mes organismes pour acheter de la nourriture. On passe à côté, souvent on dit que la ville, la sécurité alimentaire, c'est pas notre affaire, mais si on veut créer des beaux investissements dans nos parcs, il faut quand même que nos enfants mangent 3 repas par jour, ce qu'ils ne font pas actuellement à Montréal. C'est près de 50 % de nos enfants qui ne mangent pas à leur faim. Donc, il faut commencer par la base. Quand on dit basic, là, on peut rêver, mais on doit commencer par la base avec la pyramide Wavslow, commencer vraiment par la nourriture puis offrir des services de base pour après ça pouvoir créer une ville avec des conditions qui sont solides. Merci beaucoup. Monsieur Lavoie. Je suis tout à fait d'accord avec Martin Bergeron lorsqu'il dit que sur le logement social, la ville est le maître d'œuvre, mais le gros du financement vient de Québec. Et là, il va falloir reconnaître qu'il y a quelqu'un qui ne paie pas sa part de ses responsabilités. Il faut que Montréal devienne assez fort politiquement pour exiger de Québec les moyens de faire face aux réalités qui sont les siennes. Outre financer davantage aussi les organismes qui travaillent sur les itinérants, mais à la fin, fondamentalement, Montréal est une ville qui s'appauvrit d'année en année à cause de l'exode d'une population moyenne riche. Il faut arrêter cet exode-là. Ça coûte au budget de la ville entre 40 et 50 millions de $. Ça, c'est le premier, l'aspect fondamental sur lequel on peut inverser cette tendance-là. Merci beaucoup, M. Lavoie. Il y a 10 ans encore, l'argent parlait anglais. Aujourd'hui, l'argent parle chinois, parle russe, parle portugais. L'heure est à la diversité et Montréal a tout à gagner en affirmant son identité française. Et au niveau économique, il faut s'ouvrir aux économies émergentes, aux superpuissances économiques mondiales de demain. C'est ça qui est important et il faut arrêter de mettre tous nos œufs dans le même panier. Oui, l'Empire anglo-américain exerce toujours son hégémonie culturelle un peu partout dans le monde, mais le bateau coule sur le plan économique. Merci. Nous allons rentrer dans la section 2. On m'a informé, M. Brûlé, que vous devriez quitter plus tôt. Oui, c'est ça. Vous devez quitter? Je ne sais pas encore. OK, c'est correct. On va m'avertir. Parce parfait. que je fais le double emploi. Je suis attendu au mégaphone. Oui, parfait. Donc, on va enchaîner sur la section 2, langue et culture. Question, quelles seront les propositions de votre parti pour faire rayonner la culture à Montréal et croyez-vous qu'il soit nécessaire de protéger davantage la langue française dans la métropole? Si vous voulez bien, on va commencer par la question 2 et puis je vais piger celui qui commencera les interventions. Monsieur Brûlé, comme vous avez commencé au premier tour. Ça serait plate de ne pas m'entendre là-dessus. Oui, vous allez avoir sûrement quelque chose à dire, mais vous n'allez pas avoir le bénéfice de débuter la discussion. D'accord. Donc, la personne qui va débuter la discussion sur langue et culture, croyez-vous qu'il soit nécessaire de protéger davantage la langue française dans la métropole? M. Guillaume Lavoie. Mais je vais être provocateur. Protéger la langue française, c'est une expression anglaise qui nous permet de mieux comprendre. It's a numbers game. Ceux qui quittent
Montréal, ce sont des francophones. Pas totalement, mais en grande majorité. L'exode des Montréalais vers les banlieues, c'est un exode francophone. Le premier axe pour que Montréal soit une ville française, outre toutes les protections possibles, souhaitables, imaginables, on ne peut pas protéger le français s'il n'y a pas de francophones sur l'île. Et là, ça prend véritablement des humains sur l'île qui parlent français pour avoir une ville francophone. Ce n'est pas juste un statut. Un statut est là pour confirmer un fait sur le terrain et s'assurer qu'il soit protégé par la suite et promu. Si on n'est pas capable de trouver un moyen de garder les familles francophones sur l'île, si on n'est pas capable de trouver un moyen d'attirer plus de francophones à rester sur l'île, outre l'intégration des immigrants qui est un axe important, Montréal, à terme, sera toujours un peu moins francophone. Je vous invite à lancer le débat avec une question à un autre candidat. Madame Sanson, vous allez faire quoi? Pour les humains, là. Pour les humains qui habitent Montréal, c'est ça, oui. Vous savez, Montréal est une ville francophone la plus belle en Amérique du Nord. C'est un joyau, on doit le protéger. Cependant, dans la réalité, on est une ville également multiculturelle, où on parle d'intégration des communautés. C'est une ville accueillante, on le voit actuellement dans le débat de la Charte. Montréal doit prendre sa place, on doit protéger notre institution. Cependant, on offre des services aux citoyens. Et moi, je le vis à travers Montréal, il y a un arrondissement qui a un statut bilingue. Soit, c'est le seul. On ne veut pas que les autres le deviennent. Montréal, dans sa charte, article numéro 1, Montréal est une ville francophone. Press 9. For English, press 9. Montréal, vous appuyez sur un seul bouton et la réalité francophone est complètement évacuée. C'est complètement faux. Complètement. Écoutez, il y a des citoyens qui arrivent à Montréal qui ne parlent ni français ni l'anglais. Leurs enfants vont à l'école. Je le vis. J'ai un arrondissement où j'ai 113 communautés culturelles qui vivent chez nous au quotidien. Les enfants parlent français. Les parents essayent. Alors, quand il y a des services de sécurité qu'on doit offrir aux citoyens, on doit être capable de se faire comprendre. Malheureusement, on ne le fait pas, puis heureusement, on ne le fait pas de façon fréquente, mais on doit le faire si on veut faire passer les services municipaux. Si ce n'est que ramasser simplement les déchets. OK, mais là, on est en débat? Oui, là, on est en présentation parce que... Moi, je pensais qu'on avait chacun une minute. Voulez-vous qu'on fonctionne comme ça? Chacun présente une minute, puis après, on... Ça serait mieux. OK, allons-y, c'est parfait. Oui, mais là, ça ne devient plus un débat, en tout cas. Moi, je pense que c'est intéressant quand même de confronter nos chaque candidat va présenter son point une minute, puis après on enchaîne avec questions et débats. Donc, excusez-moi, c'était pas clair, la procédure que j'ai. À la fin de la soirée. On va avoir une façon À la fin, OK, donc allons-y pour une minute. Je ne sais pas si je pige ou si je vais avec les gens qui ont un petit peu. Si vous permettez que je prenne la parole, parce que moi, je suis un peu poussé par le temps, si vous voulez, je suis vraiment désolé. Je vais vous laisser désolé. terminer la minute, les tours, mais vous avez parlé beaucoup jusqu'à présent. Oui, je le sais. Donc, après ça, je ne parlerai plus. Fait à un moment donné, que voulez-vous? Je Je vais suis laisser pressé par le M. temps, puis j'ai quand même des. Tu sais, je suis pas mal. Je vais laisser M. Saint-Pierre s'exprimer sur la question de la langue. Le projet Montréal fait partie de la solution, mais moi j'ai envie de terminer. L'intégration à Montréal, ça ne se passe pas seulement dans les institutions, ça se passe également dans les quartiers. Vous l'avez dit, il y a 20 000 familles qui quittent la ville de Montréal. Une très grande partie sont des francophones. On a d'autres gens par rapport à ça qui viennent peupler Montréal. L'important, c'est de s'assurer d'avoir des milieux de vie pour les familles. Des milieux de vie où tout le monde va pouvoir tout le monde va pouvoir s'installer. Évidemment, c'est dans cette mixité-là qu'on va pouvoir mieux intégrer les gens. Pour ce qui est du fait francophone, évidemment, la ville de Montréal est une ville francophone. Mme Sanson l'a dit. Toutefois, je trouve ça étonnant, M. Brûlé, que vous êtes le premier à ridiculiser le Press 9 for English, tandis que vous étiez le premier à dire l'importance des différentes cultures à Montréal. Les anglophones ont le droit de se faire servir à Montréal en anglais. Toutefois, je le répète, la ville de Montréal est une ville francophone. OK, là, vous venez de dire que les communautés, les allophones... Donc, là, c'est ça. On a une minute chacun, c'est beau. OK. M. Bergeron, une minute. Moi, d'accord. Je vais commencer par dire que je suis tout à fait d'accord avec Guillaume Lavoie. Effectivement, je pense que l'exode des jeunes familles est au cœur du problème. C'est beaucoup plus facile d'intégrer facilement des nouveaux arrivants si on a une proportion de francophones natifs, de souche, comme nous tous ici devant vous, si on a déjà un bassin plus fort. Alors, mais ceci dit, on est conscient, nous, que le caractère français de Montréal peut parfois être fragilisé. Donc, c'est pour ça qu'un de nos engagements dans notre programme,
c'est de nommer un responsable de la promotion et de la vitalité du français à Montréal au sein même du comité exécutif. Donc, cette personne-là est un peu la personne responsable d'une vigie de la situation du français à Montréal, particulièrement sur l'affichage, et donc aura l'obligation aussi d'en faire rapport annuellement sur la situation du français à Montréal. Donc, pour nous, c'est essentiellement le principal élément là-dessus. Merci beaucoup. J'ajouterais peut-être, je ne sais pas si M. Brûlé va être content de ce que je dis, mais moi, je suis candidat dans Notre-Dame-de-Grâce. Chez nous, c'est à peu près moitié-moitié, puis l'harmonie linguistique se passe très bien. Donc, M. Brûlé, vous avez une minute. Enfin. En fait, il n'y a aucun de mes adversaires qui fait la différence entre le bilinguisme individuel et le bilinguisme collectif. Sur une base individuelle, parler anglais, il n'y a aucun problème là. Mais dans toute ville bilingue, il y a une langue qui empiète sur l'autre. Et depuis 15 ans, l'anglais progresse au détriment du français. Et moi, je veux renverser la vapeur, mesdames et messieurs. Je veux les applaudissements. Hein? C'est important le français. Okay? Je vois mon ami M. Lavoie qui fait des petits sourires et bon, qui est un peu sarcastique. Mais finalement, quand j'ai dit que tous les partis sont associés au Parti libéral du Canada, c'est vrai. Janine Kribert, qui est la femme de Stéphane Dion, qui est M. Clarté référendaire, M. Partition, et la codicitaire de Richard Bergeron. Ça veut dire quelque chose. On a vu aussi Richard Bergeron sur le site de Projet Montréal. Non, on parle de langue. C'est ça la langue. Ça veut dire terminer. Maintenant, vous pouvez y aller, vous avez envie de vous. Qu'est-ce que ça veut dire? M. Bergeron. Non, mais je vais juste voir. Oui, je réponds. Oui, allez-y. Oui, mais tout le monde s'entretue. Allez-y. Tout le monde s'entretue. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ça veut dire que moi, j'ai un discours clair, c'est pas compliqué, par rapport à la langue. Moi, je pense que si on veut faire plaisir aux francophones et aux anglophones en même temps, c'est comme vouloir être fan des Canadiens des Bruins en même temps, c'est impossible. Donc, moi, je ne joue pas sur deux tableaux et je suis pour un Montréal français. Je veux que Montréal soit la langue commune de tous les Montréalais. Okay? C'est ça que ça prend, parce que sinon, on va disparaître et on va... Le processus d'assimilation est déjà là. Est-ce qu'on peut avoir... est-ce que quelqu'un veut intervenir? Moi, je dirais quelque chose d'abord. Il n'y a pas de bilinguisme institutionnel à la Ville de Montréal. Il y a un arrondissement qui a un statut bilingue. Pierrefonds-Roxboro. Tous les autres sont statutairement francophones. C'est une coquille vide. L'article 1 de la Charte de la Ville dit « Montréal est une ville de langue française ». Fermez les guillemets. Ça, c'est l'article 1. Ça ne veut rien dire. Après ça, maintenant, chaque citoyen, peu importe où il vit, a le droit de recevoir des services en français ou en anglais. La Ville de Montréal ne fonctionne pas de manière bilingue. Mais si un francophone à Pierrefonds-Roxboro veut recevoir des services en français, il n'en a pas le loisir, il en a le droit. Et Pierrefonds-Roxboro, comme arrondissement, a le devoir de servir ces citoyens-là dans sa langue en français. Écoutez, le problème d'assimilation est tellement grave que dans l'ouest de l'île, okay, il y a des francophones qui se font assimiler. Vous comprenez? Vous regardez par exemple la joueuse de tennis Eugénie Bouchard. Elle casse son français, c'est quand même assez incroyable. Vous regardez, par exemple, je parlais... Moi, j'ai un candidat dans le plateau, il s'appelle Richard Ryan, puis il est francophone comme moi. Oui, parce qu'il est d'origine irlandaise. Et en Irlande, on parlait le gaélique et non pas l'anglais. Moi, j'aimerais bien que non, mais je pense que là, on parle de français, mais on va parler aussi de ce que vous avez dit tantôt, ça m'intrigue, ce que vous avez dit, vous allez nommer un membre au comité exécutif responsable de faire appliquer le français, mais surtout sur l'affichage. Ce ne serait pas créer un nouveau poste parce qu'il y a déjà l'Office de langue française qui s'occupe de surveiller l'affichage. Je pense qu'il ne faut pas mélanger le rôle de la municipalité à celui de d'autres instances qui sont là. Il ne faut pas oublier que Montréal, ce n'est pas un gouvernement. Montréal, c'est une administration. On gère en fonction des règlements qu'on a. On n'est pas là pour décider pour les autres. Je pense qu'on est là pour créer des milieux conviviaux à travers les arrondissements. Je vous dis, chez nous, on parle de langue. À un moment donné, on avait un problème d'insalubrité dans un logement. 17 personnes, il n'y en a pas une qui parle correctement le français. Oui, mais madame, Samson Denis Coderre, il est pour le bilinguisme. On devait leur expliquer. Non, mais je vous parle de la réalité parce que je suis une élue. Oui, mais la réalité, ça veut dire quoi? Quand vous serez élu, vous allez comprendre ce que je veux dire. 17 personnes d'origine sud-asiatique qu'on doit évacuer pour des problèmes de santé.
On arrive avec un autobus, on leur dit tout le monde dehors parce que vous avez un problème d'insalubrité, de punaise, de ci, de ça. Les gens nous comprennent. Ils parlent 3 mots en anglais. On va leur parler en anglais, il faudrait leur parler dans leur propre langue. Moi, je suis d'accord avec ça. Ça, c'est clair. Mais de parler en anglais à tous les gens qui ne parlent pas français, écoutez, j'aimerais ça entendre votre histoire. Ben, c'est ça. Ben, justement, quand on les a évacués, il y avait quelques personnes qui comprenaient quelques mots d'anglais. On a pu leur dire, écoutez, on est obligé de vous sortir de votre logement pour vous amener dans le centre-ville, au YMCA, pour quelques jours pendant que les travaux vont se faire chez vous. Ces gens-là qui arrivent, qui ne sont pas dans leur pays, ils viennent d'arriver, ils n'ont pas de repères, et là, on leur dit, vous allez tout de suite demain matin apprendre une langue qui n'est pas la vôtre. L'intégration, ça se dit, mais ça se vit au quotidien. Mais ces gens-là, on les anglicise. On les anglicise. Ils viennent ici, ils savent 3 mots en anglais, puis là, on se met à leur parler en anglais. C'est ça la réalité. Moi, je suis allé en Chine, j'ai demandé... on va parler de Montréal, monsieur. On comprend que vous avez fait le tour du monde. Non, mais la réalité, c'est ça. On devrait parler en français à ces gens-là, ou sinon dans leur langue, si c'est pour des questions de sécurité. On va faire la part des choses. On va parler en anglais à tout le monde, on va les angliciser, c'est ça. Excusez-moi. Est-ce que M. Bergeron aimerait intervenir? Je vois son visage, j'ai l'impression qu'il veut intervenir. J'allais simplement ajouter qu'à mon avis, l'histoire de l'anglicisation rampante à Montréal, c'est surfait. Il y a des cas ici et là, mais je ne vois pas où est le... Tout va bien. C'est ça? Tout va bien, Madame la Marquise. Moi, je veux faire la part des choses. D'abord, quand il est question de services d'urgence, de sécurité, de santé humaine, on ne fait pas passer un test linguistique quand quelqu'un... On devrait leur parler dans leur langue. Un instant. On devrait leur parler dans leur langue. On ne fait pas passer le test linguistique quand on s'occupe de la personne, point. Lorsqu'on parle de bilinguisme ou de unilinguisme au plan institutionnel, là, ça n'a rien à voir. C'est l'institution qui est en question. Mais on ne commencera pas à faire passer des tests de langue aux gens qui se retrouvent dans une situation difficile. Ce n'est pas de ça qu'on parle du tout, là. Et puis pour l'intégration des immigrants, là où Québec ne fait pas assez, c'est les budgets pour l'intégration et la francisation. Il y a 2 grands facteurs d'intégration pour la société québécoise. Un, c'est l'accès à l'emploi, et corollaire à ça, c'est la capacité de maîtriser la langue française. Et si on travaille sur l'un, on aide l'autre et inversement. Si on met l'argent là, on est sûr que la meilleure façon d'intégrer quelqu'un à une communauté, c'est qu'il ait un emploi dans cette communauté-là. Absolument, l'intégration dans l'emploi. Tout à fait. M. Saint-Pierre, avez-vous quelque chose à rajouter sur la question de la langue? On pense pas directement aux politiques culturelles. J'aimerais tout simplement vous entendre, M. Bergeron, sur la question que Mme Sanson a posée. J'avais exactement la même question. Qu'est-ce qu'un membre élu au comité exécutif peut faire pour améliorer la question de la langue à Montréal? Non. J'ai jamais dit que la personne aurait compétence au niveau de la langue. Il n'y a pas compétence municipale au niveau de la langue. Vous l'avez dit. Je voulais le libeller. Nomme un responsable de la promotion et de la vitalité du français à Montréal au comité exécutif avec le mandat de faire rapport annuellement sur la situation du français à Montréal. C'est pas... Mais ça fait quoi dans concrètement, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, il y a un nouveau poste, mais concrètement, ça ne l'apporte pas aux citoyens. C'est pas un nouveau poste, hein? Mais oui, ce poste-là n'existe pas. Dans ce cas-là, si ce n'est pas un nouveau poste, c'est une personne qui a une responsabilité additionnelle. Ça peut être la personne qui est responsable de la culture, par exemple. Mais cette personne-là, vous donnez une nouvelle responsabilité. Ben, je veux juste terminer. Parce que vous êtes arrivé 15 minutes en retard, si vous non, c'était à 7 heures. Non, c'était à 6h30. C'était à 7 heures. C'était à 6h30. Et donc, non, c'est 6h30. Si vous permettez, je vais vous laisser parce que je suis attendu à l'événement Mégaphone. Mais Claude Allard, qui est candidat à la mairie de Dunsick-Cartierville, va me remplacer. Vous allez voir, il est beaucoup plus doux que moi. Et je vous remercie tout le monde. Au plaisir. Merci. Au plaisir. Merci. Au revoir. Merci. On peut avoir des coups ici. Merci tout le monde. Au revoir. Moi aussi, je ramène un policier pour occuper la question de la langue. Je suis meilleur sur la culture. C'est un peu original. Je veux avoir votre nom, monsieur. Claude Allard. Claude Allard. Donc, écoutez, je vais vouloir vous entendre sur la question de la culture. Vraiment, quelles seront les propositions de votre parti pour faire rayonner la culture au sens large à Montréal? Donc, on a parlé beaucoup de la langue, mais oui, allons-y pour une minute chacun. Je vais y aller encore dans l'ordre inverse de ceux qui parlent le plus, finalement.
C'est Saint-Pierre. Écoutez, Montréal, c'est une ville créative, c'est une ville d'artisans. Mes collègues vont le dire. Nous, toutefois, on veut s'assurer que les artisans, les créateurs aient de l'espace, aient de la place dans l'espace public pour pouvoir assumer leur créativité. Il faut vraiment s'approprier l'espace public, l'espace par l'art public, par différentes façons. D'abord en créant un poste de conservateur d'art public, également en développant avec les différentes maisons de la culture différents programmes pour s'assurer que les créateurs aient de la place à même la ville pour créer. Et également dans les différents plans et planification d'urbanisme, en fait, s'assurer qu'il y ait de la place pour l'art public et également pour le design urbain. Mais la culture, c'est pas seulement d'aller payer 65 $ pour aller au théâtre, mais c'est également nos espaces, nos parcs, nos espaces publics, le Mont-Royal. Donc, c'est très important également de valoriser et de s'assurer de l'entretien dans ces espaces-là. Merci, M. Saint-Pierre. M. Bergeron. Alors là, on tombe dans un sujet qui me passionne, faire rayonner la culture à Montréal. Je vous ai dit en entrée dans la matière, je suis impliqué depuis déjà quelques années au conseil d'administration du Théâtre aux Écuries. En passant, Mme Sanson, j'aimerais vous remercier et féliciter publiquement. Vous avez toujours soutenu cette institution-là de façon remarquable et je tiens à le dire. C'est enregistré, ça, non? Oui, oui, absolument. Moi, j'ai aucun problème à donner du crédit, même si on n'est pas dans le même parti. Vous avez toujours fait votre part là-dessus. Alors, mais le secteur culturel à Montréal, présentement, est victime de son succès. On a une classe de créateurs qui est absolument formidable, mais le financement public ne tient absolument pas la route. Donc, on a une explosion de l'offre de qualité culturelle à Montréal. Mais la plupart de ces entreprises-là ont besoin de financement public. Et alors, nous, c'est pour ça qu'on s'engage à bonifier la contribution municipale au budget du Conseil des arts de Montréal de 10 % supplémentaires par année pendant 4 ans. Merci beaucoup, M. Bergeron. Mme Sanson. Oui. La culture, pour nous, c'est une culture avec un grand C et avec un petit C. Donc, je vous explique, on veut rassembler, stimuler et rayonner. Rassembler nos forces vives, donc Montréal a une métropole culturelle extrêmement importante. On veut stimuler nos acteurs aussi dans les quartiers culturels. Vous savez que dans chacun des arrondissements, il y a un développement de quartiers culturels aux abords de nos pôles. C'est pour ça que j'ai travaillé beaucoup avec le théâtre chez nous, avec la ligne bleue, avec tous nos petits commerces et surtout nos petits agents culturels chez nous dans notre arrondissement. On en a énormément et on doit les valoriser. C'est ce qui fait la beauté de nos quartiers. Mais on doit travailler la culture avec un grand C, donc celui de la culture métropole. Donc, travailler avec le quartier des spectacles, continuer à le développer, continuer à favoriser nos grands acteurs culturels, nos festivals à Montréal. On est une ville reconnue par cette vitalité culturelle, donc à la fois à la grande ville, mais à la fois dans nos arrondissements, et surtout s'assurer que dans tous les arrondissements de Montréal, on a le droit à une maison de la culture accessible pour tous et gratuite pour ceux qui veulent participer à chacun de nos spectacles. Merci, Mme Sanson. Je vous le dis parce qu'on est seul arrondissement pour avoir encore de maison de culture. Il faudrait que vous en parliez à la mairesse. Oui. Monsieur Lavoie. On s'en parle. La culture à Montréal, c'est d'abord, il faut y vivre. Ensuite, il faut la créer. Il faut la diffuser. D'abord, pour qu'il y ait de la culture à Montréal, il faut qu'il y ait des artistes à Montréal. Il faut qu'ils puissent vivre et travailler à Montréal. Le grand drame des artistes, c'est que ce n'est pas souvent les gens qui ont les plus de revenus. Alors, ça leur plante des lieux, des ateliers où ils peuvent exercer leur créativité à Montréal. Et donc, de réserver du pied carré pour des ateliers d'artistes, c'est le premier bloc pour avoir de la culture qui se crée à Montréal. Et d'ailleurs, dans le plateau Mont-Royal, on a pris des ententes avec des promoteurs immobiliers pour réserver, garantir des pieds carrés qui soient dédiés à des ateliers d'artistes. On est rendu à peu près à 200 000 pieds carrés. La deuxième phase, c'est d'être capable de créer. Et là, de soutenir la création, notamment en ayant des concours d'art public qui sont financés par des fonds publics. Et troisièmement, diffuser, soutenir les lieux de diffusion. Et je prendrai un exemple qui est chez nous, qui est le cinéma Beaubien, qui était incapable de survivre dans l'ère numérique. Et s'il avait fermé, c'est une fenêtre de cinéma d'auteur et de cinéma indépendant qui serait disparue d'une grande portion de Montréal. Alors, on a investi 100 000 $, s'assurer que cette fenêtre de cinéma indépendant, qui est la porte de sortie de la créativité cinématographique à Montréal, puisse continuer à exister. Donc, il faut y vivre, il faut pouvoir créer et diffuser. Merci, M. Lavoie. Monsieur, alors, je suis surpris que le candidat dans Chacun Maisonneuve n'ait pas parlé de ce qui s'est passé récemment au niveau
du logement des artistes qui ont été expulsés d'un édifice. Les Lofts Moreau. Les Lofts Moreau. Les Lofts Moreau, c'est ça. Ouais. M-O-R-R-O-W. M-O-R-E-A. Qui était aux mains d'un spéculateur, et puis le Parti Intégrité Montréal, dans la même lignée, s'engage lorsqu'il a saisi d'édifices en cas d'insalubrité, à les transformer justement en locaux d'artistes. Parce que, comme je suis d'accord aussi avec ce que la plupart de mes collègues viennent de dire, la culture commence évidemment avec les artistes. Et puis, on aura beau avoir un centre des congrès qui est un des plus performants à travers l'Amérique du Nord, le 3e en Amérique du Nord en ce qui concerne des congrès internationaux. On attire une clientèle, il faut avoir quelque chose à leur offrir. Et les grands festivals ne sont pas uniquement l'offre culturelle en elle-même. Si on pense aux peintres, aux musées, à toutes les expositions, à tous les artistes qui sont dans la rue, qui doivent trouver des débouchés pour leur art, je pense que Intégrité Montréal s'engage à favoriser cette éclosion d'une génération d'artistes qui sont là, qui sont en attente et puis qui n'ont aucune aide de la part de personne. Merci beaucoup, monsieur. Monsieur Allard. Donc, là-dessus, j'aimerais peut-être partir un petit peu. Oui, c'est ça, mais on va vraiment l'affaire de 5 minutes. Oui. Parce qu'il va falloir changer de bloc et on est en train de mettre. Moi, je veux juste vous parler d'un grand rêve qu'on a pour Montréal. On parle de culture terrain, culture grande ville. Il y a aussi en 2017, pour le 375e de Montréal, plein d'événements qui s'en viennent. Et ça nous permet de planifier comme grande ville plein d'activités à travers les quartiers, plein d'activités à travers la ville. Il y aura également, durant cette année-là, le 50e anniversaire de l'Expo universelle, donc l'Expo des années 67, mon 50e anniversaire, et également le 150e anniversaire de la Fête du Canada. Et tout ça va apporter des sous à Montréal dans lesquels on pourra développer de façon permanente des infrastructures. Si on veut laisser un leg à Montréal, il faut qu'on profite, et j'aimerais entendre mes collègues là-dessus, qu'on profite de ce momentum en 2017 pour pouvoir faire rayonner Montréal à travers la ville, à travers le Québec comme grande métropole, et montrer aux autres à travers le Québec que Montréal existe comme une grande ville. On est aussi capable de se payer des fêtes à travers les subventions qu'on recevra, parce qu'il y en aura. Là. Je pense que le gouvernement fédéral et provincial en a donné à Québec, donc vont certainement donner à Montréal. Il va falloir qu'on développe aussi cette ligne-là. Je pense que Montréal va avoir un grand planning en 2017. Alors, j'aimerais vous entendre sur en autant qu'il n'y a pas de reconstitution historique des différentes batailles, là, comme Stephen Harper et tout ça. Non, on peut s'entendre. On prend l'argent qu'on fait le faire. Non, mais si on veut un leg permanent, je pense qu'on a une belle opportunité, effectivement, avec les fêtes du 375e, pour faire de la place à l'art public. Je me rappelle du débat où on s'est obstiné à savoir si on voulait déménager l'homme de Carter ou pas. Je pense que la décision finale de le laisser à l'île Sainte-Hélène, c'était une bonne décision. Mais rappelez-vous, on voulait à ce moment-là déménager l'homme de Carter pour l'amener au centre-ville, parce qu'on disait qu'il y avait un enjeu de visibilité, bien sûr. Donc, on voulait une œuvre d'art public majeure au centre-ville. Je pense qu'on aurait une opportunité avec les fêtes du 375e pour en commander une d'envergure au centre-ville de Montréal qui ferait la fierté de tous les Montréalais. Il faut s'assurer qu'on a des bons travaux d'infrastructure, par contre, qui vont être capables de présenter une ville propre, puis une ville pas trop, puis une ville intègre. C'est le cadeau qu'on peut faire au Montréal. Moi, je suis assez partisan d'une philosophie de legs pour les années qui suivent. Le plus grand drame d'une ville qui a un événement important, qui sont les opportunités de débloquer des fonds publics, c'est de dépenser ça et qu'il ne reste rien après. 2 exemples. Les Jeux olympiques de Montréal et les Jeux olympiques à Barcelone. Les Jeux olympiques de Montréal ont été l'occasion d'un énorme party. Il est resté des factures, puis à peu près c'est tout. Barcelone a utilisé ces Jeux olympiques comme une excuse pour investir dans des projets fondamentaux qui font qu'aujourd'hui, Barcelone est une ville qui fait l'envie du monde. Moi, je veux que le 375e soit le moment où Montréal a décidé de se donner un leg, pas pour avoir un gros party pendant une année, mais se donner des legs dont les Montréalais vont se dire, nous, à notre 375e, on s'est légué des grandes choses pour Montréal qui vont profiter à au moins 2 générations qui vont suivre. Et là, évidemment, on sent...
la voie, qu'est-ce que vous proposez? Bien, évidemment, je vous dirais que le joyau de ces legs-là est clairement le projet d'entrée maritime, qui est ce qui va transformer les berges à Montréal et qui va transformer le visage que Montréal aura à la face du monde. Moi, j'en ai un. Et pas seulement dans le Vieux-Port. Il y a tout, on Il y est a sur tout une île. Montréal. Oui, on est sur une île. Alors, Tout l'accès. il y a un parcours complet tout autour de l'île de Montréal où il y a des... Vous s'entendez-tu pour commencer il y a par déjà un paquet ces de kilomètres-là? Oui, oui. Nous, Ok. nous avons dans le programme C'est un plan important. bleu et aussi un plan vert. Et moi, le leg que je veux laisser aux citoyens de Montréal, c'est la transformation de ce fameux dépotoir que nous avons dans Saint-Michel en un parc. Et on a entendu parler dernièrement où on voulait construire une usine et on avait dit aux citoyens, il y a 20 ans, quand ça a été un dépotoir, qu'un jour, ça sera un parc. Et là, le projet Montréal nous a proposé de prendre une partie de ce parc-là pour construire une usine. Et laisser l'autre côté. Non, mais c'est terrible. C'est indécent. C'est ce que j'ai dit à votre chef également. Non, votre comportement, je fais Ben, pas moi, peur je ici, je vous m'excuse. dis que le leg du 375e, ça fait partie déjà des projets de livrer en 2017 le complexe environnemental Saint-Michel aux citoyens. Je ne l'invente pas, c'est écrit, on s'enligne vers ça, donc c'est un scoop que je vous dis. Mais en 2017, ce parc-là va être un réel parc qu'on redonne à la population, malgré le fait que dernièrement, il y a eu d'autres personnes qui ont voulu faire autre chose avec. Alors ça, c'est un projet, on demandait d'un projet concret, pour nous, c'est un projet concret. Et après ça, lorsqu'on parle de l'accessibilité aux rives, ça, on en a parlé, on a un Montréal bleu aussi également, dans lequel on veut faire des navettes fluviales, pas juste pour le tourisme, mais pour permettre aux gens de l'Est qui n'ont pas encore le métro, de pouvoir venir travailler au centre-ville à partir du fleuve, à partir des rives. Donc, il y a beaucoup de projets à faire de cette façon.